Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir M. Emmanuel Todd, qui a accepté de venir débattre avec le professeur David Turtry à propos de son dernier ouvrage, La Troisième Guerre mondiale a commencé, paru au Japon en juin 2022. Emmanuel Todd, vous avez la réputation d'aimer le débat honnête, où l'on peut s'exprimer librement et qui est devenu, reconnaissons-le, plutôt rare aujourd'hui au pays de Voltaire. Bienvenue donc à l'Institut catholique de Vendée, où nous nous enorgueillissons de prôner et de mettre en pratique la devise « l'audace d'être libre ». Emmanuel Todd, vous êtes né en 1951, vous êtes historien et anthropologue de formation, mais on pourrait également dire que vous êtes sociologue, et surtout démographe, un domaine dans lequel l'idéologie a peu de place et dans lequel on peut difficilement camoufler la réalité. Votre thèse de doctorat de l'Université de Cambridge en anthropologie historique porte sur les structures familiales. Depuis longtemps, vous vous livrez à un décortiquage des rouages de notre monde en essayant de comprendre le dessous des cartes, d'analyser les stratégies profondes des États en allant au-delà des apparences et des pensées souvent simplistes des courants majoritaires, de comprendre la crise de civilisation que nous traversons. Bref, vous faites de l'anthropologie en vous appuyant avant tout sur les déterminants profonds qui guident les peuples. Vous faites de la géopolitique, pas de la géopolitique médiatique, mais de la géopolitique analysée sur la longue durée, et vous n'avez pas renoncé à réfléchir en termes de rapport de force et de puissance. Avant de parler de votre dernier ouvrage, 3 livres parmi la vingtaine que vous avez écrites résument votre démarche intellectuelle. Dans La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique, vous aviez prévu dès 1976, de manière fort clairvoyante, l'écroulement de l'URSS en raison de son échec économique, de la désagrégation du système social et de la baisse du niveau de vie, camouflé par des statistiques officielles mensongères ou tout simplement dissimulées. On pense notamment à la mortalité infantile, statistique qui vous est particulièrement chère. Au moment où, au contraire, la menace que faisait peser l'Union soviétique sur l'Europe occidentale était perçue comme particulièrement grave par des esprits aussi éclairés que Raymond Aron. Alors que c'est bien au moment où un système tente vainement de se réformer qu'il est le plus vulnérable. Nous rappellerons que l'autre intellectuelle qui avait prévu l'éclatement de l'URSS en tant qu'empire, Hélène Carrère d'Ancos, s'était plutôt trompée, elle, sur le diagnostic, en pensant que l'implosion aurait lieu sous la pression des minorités musulmanes. Plus de 45 ans après la publication de ces 2 ouvrages, il serait intéressant de voir si les choses ne se sont pas inversées, à savoir une économie russe qui tient plutôt très bien le coup, mais des nationalités qui entendent se séparer de la maison mère. En tout cas, 32 ans après la fin de l'URSS et du communisme, la Russie est toujours là, et bien là. Dans L'illusion économique, essai sur la stagnation des sociétés développées, publié en 1997, vous leviez le voile sur le capitalisme à la fin du 2e millénaire, à l'aune de la chute des taux de croissance, de la montée des inégalités, de la pensée unique chez les élites en matière de libre-échange, des contradictions de la mondialisation et de l'impuissance des dirigeants. Votre critique prémonitoire de l'euro est analysée non pas en partant de l'économie, mais, comme toujours, de l'anthropologie, en montrant qu'une monnaie unique ne peut pas être une bonne solution pour des peuples foncièrement différents. Et vous en appeliez au sursaut par le retour de la nation, seul à même de redonner un sens à la collectivité d'appartenance. Enfin, dans Après l'Empire, essai sur la décomposition du système américain, dès 2002, vous annonciez le déclin américain au moment où d'autres analystes créaient, eux, le concept d'hyperpuissance. En vous basant toujours sur une analyse pluridisciplinaire, anthropologique, économique, démographique, vous démontriez que c'était les États-Unis qui avaient plus besoin du reste du monde que l'inverse, un peu à la manière de la dialectique du maître et de l'esclave. Et comme vous l'écriviez, le monde de plus en plus produit pour que l'Amérique consomme.
le déficit commercial américain devenant alors un véritable prélèvement impérial, voire une forme de prédation. Alors que le rôle des États-Unis fut déterminant et positif dans l'après-guerre pour reconstruire une Europe ravagée, leur puissance militaire serait désormais devenue la seule manière de maintenir leur universalisme idéologique. La lutte contre le terrorisme aurait même été instrumentalisée par eux, afin qu'ils puissent réellement apparaître comme la nation indispensable, comme le disait Madeleine Albright, pour éviter le chaos sur une planète de plus en plus instable. Le phénomène d'oligarchisation, pour reprendre vos termes, expliquerait d'ailleurs le déclin de la démocratie américaine. Ce soir, vous allez nous parler de votre dernier ouvrage, paru donc au Japon en 2022. Selon vous, la Troisième Guerre mondiale aurait bien commencé en février 2022 en Ukraine. Et en mettant en évidence la part idéologique et culturelle de cette guerre, vous pensez qu'elle peut durer, car elle est vécue de manière existentielle pour la Russie, point de vue que partage un autre grand analyste américain, John Mearsheimer. Vous pensez également qu'en se lançant dans les sanctions économiques, les Occidentaux n'avaient absolument pas détruit l'économie russe, comme ils affirmaient vouloir le faire. L'économie russe semble plutôt bien résister, mais ont plutôt largement contribué à transformer cette économie russe en une économie de guerre. Par ailleurs, vous estimez que la Russie n'est pas isolée, peut compter sur une forme de neutralité bienveillante de la part d'autres pays, je pense aux BRICS, mais également à de nombreux pays en Afrique. Après vous avoir écouté, nul doute que nos étudiants ne manqueront pas de vous interroger sur les grands débats de ce conflit. Les Russes misent-ils sur l'essoufflement économique des Occidentaux? Les Européens sont-ils ceux qui paieront le prix le plus lourd dans cette guerre en termes d'appauvrissement? La Russie n'éprouve-t-elle pas une sorte de mépris pour une Europe jugée décadente, faible et prétentieuse, et en ne souhaitant finalement plus parler qu'avec les États-Unis, comme durant la guerre froide? La neutralisation de l'Ukraine, à la manière de la Finlande et de l'Autriche durant la guerre froide, n'était-elle pas la solution la meilleure pour les populations et pour l'Europe en général? Assiste-t-on d'une manière générale à la fin de l'Occident? La Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie ont-ils réussi à créer cette collusion tacite entre ex-bloc socialiste et un peu l'ex-mouvement des non-alignés que leur détestation d'un Occident arrogant réunit? L'Amérique peut-elle continuer à dominer sans le dollar? Quel est là-dedans le jeu de la Pologne? Que fait la France dans le commandement intégré de l'OTAN? Que pensez-vous du bellicisme ambiant? Et enfin, la formule que l'on prête à l'historien François-Auguste Mignet en 1824 à propos de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche en 1792. Le véritable auteur de la guerre n'est pas celui qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire. Est-ce que cette formule vous paraît adaptée à la guerre russo-ukrainienne? En remontant un peu plus dans le temps, nos étudiants chercheront également à avoir votre sentiment sur certaines questions cruciales de ces 30 dernières années, sur lesquelles les avis divergent. L'Occident a-t-il réellement laissé tomber la Russie en 1991 en profitant de la faiblesse du président Eltsine, ou bien est-ce un mythe? A-t-on refusé à la Russie sa place dans la nouvelle architecture européenne qui s'était construite? Par leur interventionnisme tous azimuts, les Occidentaux ont-ils créé des précédents fâcheux qui servent aujourd'hui aux Russes pour justifier leur propre interventionnisme, que ce soit au Kosovo en 1999, en Irak en 2003, en Libye en 2011? L'élargissement de l'OTAN était-il vraiment nécessaire ou n'est-il justifié a posteriori qu'au nom d'une prophétie autoréalisatrice? Que peut-on penser du slogan « autonomie stratégique de l'Europe » La Chine souhaite-t-elle réellement aider la Russie? C'est M. David Turtry qui débattra avec vous ce soir, docteur en géographie et chercheur associé au Centre de recherche Europe-Eurasie. Il est maître de conférences en sciences politiques à l'ICES. Spécialiste du monde caucasien, ses travaux portent sur la géopolitique de la puissance russe. Il est l'auteur, en 2021, d'un ouvrage largement remarqué par la critique, « Russie, le retour de la puissance ». Monsieur Emmanuel Todt, je vous souhaite une excellente soirée à l'ICES et vous cède avec grand plaisir la parole. Je vous remercie pour cette présentation remarquable me concernant. Pour ce qui concerne toutes les questions à résoudre,
voilà, j'espère ne pas trop décevoir parce que le sujet est... Très bien, alors pas de problème. Je voudrais juste dire un petit mot sur les raisons de ma présence ici, en dehors du fait que je suis très heureux d'être ici, en ce lieu. Et finalement, oui, c'est vrai, l'idée de liberté de l'esprit est devenue sympathique en général, même si je viens d'un univers idéologique très différent. Mais l'une des raisons pour lesquelles je suis venu, c'était pour faire la connaissance concrète de David Turtry, dont le livre que vous avez mentionné est pour moi l'un des éléments fondamentaux que je l'avais lu avant la guerre. Et grâce à ce livre, j'ai eu le sentiment d'aborder le conflit sans être idiot, puisque j'étais préparé psychologiquement à la résistance de l'économie russe par la lecture de ce livre. Donc je suis aussi ici pour lui rendre hommage. Voilà. Merci beaucoup. C'est un hommage qui, évidemment, est un peu lourd à porter, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Peut-être pour débuter, en tout cas, nous, on est extrêmement heureux de vous avoir ici. On a déjà discuté un petit peu des diverses questions qui ont été introduites par le général Blachon. Et peut-être revenir finalement à cet ouvrage qui était publié au Japon. Alors le Japon, ça nous permet de décentrer le regard. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important parce que le regard sur ce conflit en Occident, il est tellement auto-centré qu'on a du mal finalement à en discerner les enjeux. Et ce qui fait que, eh bien, on va de surprise en surprise, finalement. On va de surprise en surprise à la fois dans le déroulement de ce conflit, dans effectivement ce qu'on a évoqué, la résistance inattendue de l'économie russe, mais aussi dans le positionnement des acteurs à l'international, hein, et notamment le fait que finalement l'Occident est beaucoup moins suivi qu'il ne l'aurait pensé. Et puis on peut constater au travers par exemple, de tournées africaines un petit peu difficiles pour certains de nos dirigeants et d'autres événements de ces derniers jours, par exemple sur l'activisme de la Chine au Moyen-Orient, eh bien que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Et alors, ma première question renverrait à la dimension qu'on peut donner à ce conflit. Donc vous parlez de Troisième Guerre mondiale. On parle plutôt dans nos médias de conflits ukrainiens, parfois de conflits russo-ukrainiens. Dans quelle mesure, si on se rapporte au titre de cette conférence, on est dans un conflit européen, parce que finalement, on le dit ici et là quand même, c'est le plus important conflit en Europe, effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelle est la dimension finalement européenne de ce conflit? Et deuxième question qui va peut-être avec cette première question, on attendait plutôt comme Troisième Guerre mondiale, ou en tout cas comme conflit majeur, les États-Unis et la Chine, autour de Taïwan, ou en tout cas en mer de Chine, donc une confrontation en Asie-Pacifique. Et on nous l'annonçait depuis assez longtemps. Et finalement, ce conflit de très grande ampleur quand même, il a lieu en Europe. Comment l'expliquer? Bon, alors je voudrais dire d'abord que pour moi, la situation est fondamentalement compliquée et évolutive. C'est-à-dire, on dit, j'ai publié un livre au Japon, c'est tout à fait vrai, il s'en est vendu 100 000 exemplaires, mais c'est un recueil d'interviews fait à chaud. Il s'était publié en juin dernier, donc très tôt. Et il y a des thèses très simples sur la surprise des difficultés militaires russes, de la résistance militaire ukrainienne, la constatation de la résistance de l'économie russe, la perception, comment dire,
enfin, je traite beaucoup cette guerre, moi, comme un test de réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on est... les questions disent, alors que si vous ouvrez les télévisions, les types qui savent tout sur tout, qui s'excitent ensemble sur les plateaux, et donc ils savent ce qui va se passer, même si ça n'en finit pas d'être le contraire de ce qu'ils ont dit avant. Et pour moi, j'ai fini par comprendre. Alors, il y a des éléments de prévision. C'est-à-dire que, par exemple, avant même de lire le livre de David Tortrey, moi, j'étais arrivé à la conclusion que la Russie était vraiment une société qui avait retrouvé stabilité et normalité, parce que le taux de suicide s'était effondré, parce que le taux d'homicide s'était effondré, parce que le taux de mortalité infantile, c'est un peu bizarre de dire mon indicateur fétiche, parce que c'est pas très gai, mais c'est pas simplement qu'il avait baissé très vite, c'est que maintenant le taux de mortalité infantile russe est inférieur au taux de mortalité infantile américain. Et donc en fait, sur cette dimension-là, alors l'espérance de vie russe reste beaucoup plus basse, mais elle augmente, alors que l'espérance de vie américaine, elle baisse. Donc moi, je partais d'une situation où je voyais une Russie qui se stabilise, et puis des États-Unis et un monde, une anglosphère qui, je dirais, qui entre en crise. Mais donc, il y a des éléments de prévision. Je suis encore capable de... Enfin, j'étais capable très tôt, appuyer sur ces indicateurs-là, sur le bouquin de David Tortrey, de voir que ça n'allait pas être si simple que ça pour l'Occident. Et quand Bruno Le Maire a produit cette théorie que j'appelle maintenant le Bruno Le Mairisme, qui est qu'on va bousiller l'économie russe en 3 coups de cuillère à peau, bon, ça je savais que ça n'allait pas se produire quand même. Mais au-delà de ça, je dirais que l'ampleur de la résistance économique russe, pour moi, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. L'ampleur des sanctions aussi a été au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et l'ampleur de la résistance russe a été au-delà. À mon avis, même les dirigeants russes sont agréablement surpris de la résistance. De même, la capacité de résistance de l'armée ukrainienne est aussi une surprise, même si on tient compte du fait que, comment dire, le nombre d'hommes engagés par la Russie dans l'opération, non, je ne veux pas d'histoire, je vais dire l'invasion. Je ne veux pas dire l'opération militaire spéciale, qui est idéologiquement compromettant. 80 000 hommes, c'était rien du tout. Pour envahir la Tchécoslovaquie en 1968, il y avait 500 000 hommes. C'est petit, la Tchécoslovaquie. Donc, mais quand même, il y a eu une résistance de l'armée ukrainienne. Et j'ai fini par comprendre, ou enfin en tout cas à me raconter pour me rassurer, que la question, à partir du moment où on est engagé dans cette guerre, dont on voit qu'elle dure, etc., c'est plus tellement de prévoir, c'est d'accepter d'être modeste dans les événements et de se consoler de notre incapacité à prévoir en nous disant qu'au moins ça va nous dire la vérité sur le monde. Donc ça va nous dire la vérité, ça nous dit la vérité sur la Russie, sur sa capacité de résistance. Ça nous dit une certaine vérité sur l'Ukraine. Ça nous dit une certaine vérité sur le monde occidental. Donc par exemple, ça serait quoi la vérité sur l'Ukraine? Moi, je ne parle pas russe, et mon ukrainien n'est pas meilleur existant. Mais la grosse surprise, par exemple, c'est que l'Ukraine, à la veille de l'attaque russe, était considérée par tout le monde comme une société en décomposition. On ne pouvait plus savoir si elle avait perdu 10 ou 15 millions d'habitants, puisque l'Ukraine ne fait plus de recensement depuis 2001.
qui est caractéristique des pays qui ne veulent pas savoir la vérité sur eux-mêmes. C'était une société dont la base industrielle avait été complètement désorganisée justement par la pénétration européenne et par la rupture, si je ne me trompe, de l'industrie qui était plutôt du côté du Donbass avec ses partenaires russes. Donc c'était un monde qui foutait le camp. Et ce monde, en perdition, a été capable de produire une résistance militaire très efficace. Donc, bien entendu, il y a la mise en ordre et la réorganisation de l'armée ukrainienne par les Américains, les Anglais, les Polonais, des équipements, des ressources financières, mais ça ne peut pas être que ça. Et ce que ça révèle, de mon point de vue, c'est qu'une société en décomposition, dont la population diminuée, peut trouver, c'est une hypothèse audacieuse, une certaine forme de sens à son existence, de sens de la vie, je n'ose pas dire, dans la guerre. C'est-à-dire que la guerre est, je pense, devenue la raison d'être de l'Ukraine. C'est une hypothèse, mais c'est peut-être ce qu'on va finir par comprendre de la situation, ce qui est tout à fait à l'opposé du discours sur la naissance d'une démocratie libérale en Ukraine, qui ne correspond, à mon sens, à rien de ce qu'on peut observer en Ukraine. Donc c'est un premier dévoilement, je dirais, de réalité. Un deuxième dévoilement de réalité, c'est que dans un pays comme la France, nous ne vivons pas dans une démocratie libérale. L'information est uniforme et mimétique, c'est-à-dire le système d'information média du secteur public est absolument interdit à des gens comme moi. Ça ne serait pas vrai de chaînes comme LCI ou BFM TV, qui sont assez délirantes en général. Et là, j'ai reçu des invitations que j'ai refusées le plus souvent. Je suis allé une fois à une émission de François Langlais, qui est un type solide et qui aime comprendre les trucs. Mais là, j'ai été invité. Et puis, j'ai pu m'exprimer dans le Figaro, dans des endroits d'ailleurs inattendus. Je veux dire, par exemple, je suis en train de découvrir... moi, je viens d'une famille, je dirais, de gauche épaisse. Vous voyez, avec 3 grands-parents communistes. Et le 4e social-démocrate autrichien. Vous voyez, c'est vous dire à quel point j'ai été élevé dans un milieu catholique de droite. Voilà. Et donc, l'une des choses que je dois commencer à essayer de comprendre, c'est pourquoi je reste un type de gauche assez banal, moi-même. Hein. Je ne suis pas du tout... je me définirais maintenant comme un conservateur de gauche. Parce que je crois en l'égalité, ce qui est une valeur un peu archaïque. Donc, je suis un conservateur de l'idée d'égalité. Mais donc, je dois réfléchir à cet état... c'est pas du tout du totalitarisme en France. On peut s'exprimer, il y a des trucs vidéo, il y a des journaux encore. J'ai pu faire des choses dans Marianne, comme je disais, le Figaro. Mais on a... Enfin, quand on voit les types s'exciter sur des plateaux de télévision de ces politiques, par exemple, qui relèvent de l'État et qui reprochent le contrôle des médias par Vladimir Poutine, on a envie de hurler de rire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas la totalité. Mais nous, on n'est pas en guerre en plus, en théorie. En théorie, on n'est pas en guerre. Donc il y a tout un élément de révélation du fait que je ne pense pas qu'on puisse dire que la France, au stade actuel, est une démocratie libérale. Ce n'est pas une surprise complète, puisque j'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Après la démocratie », vers 2006 ou 2007. Donc on y est. Mais quand on fait un référendum ici qui ne plaît pas aux dirigeants, on s'assied dessus, je pense à 2005. Mais quand même, là, pour cette chose incroyable qui produit sur nous tous, je pense, un effet de sidération de l'arrivée de la guerre sur le continent européen, c'est quand même hyper étrange de se rendre compte qu'on a un système d'information totalement uniforme et donc... et
qui me met dans une situation où maintenant, j'ai l'impression... alors, il y a des gens qui m'accusent, pas tant que ça, finalement, d'être un kremlinolâtre ou un poutinophile ou un anti-américain, un américanophobe, je ne sais pas. Mais non, en fait, moi, mon combat actuel, c'est pour la pluralité de l'information en France. Vraiment, c'est tout, quoi. Voilà. Alors, la révélation la plus importante, je crois, ça renvoie plutôt à ce livre, L'illusion économique, qui a été cité. C'est sur la réalité de l'économie occidentale et la réalité de l'économie américaine. C'est-à-dire que au début de la guerre, donc le Bruno-Le-Mérisme devait considérer implicitement, et les néoconservateurs américains, qu'un pays comme la Russie, dont le PIB doit représenter, en ajoutant la Biélorussie quand même, par courtoisie, c'est une plaisanterie privée, si on peut dire, et, doit faire 3,3% du PIB occidental, c'est-à-dire Union européenne, anglosphère, Japon, Corée. Et donc nous tombons sur cette énorme surprise de ce 3% qui peut faire face à cette masse immense de l'Occident collectif, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire simplement que le PIB ne représente plus rien du tout. Ça veut dire que le PIB américain, c'est des médecins trop payés, avec une mortalité qui augmente d'ailleurs, des médicaments trop chers, avec la même mortalité qui augmente, des avocats trop payés, des je ne sais pas quoi, enfin, n'importe quoi en fait, et que ça ne correspond pas à la réalité. Et que, je dirais symétriquement, le 3% russe cache la réalité physique de l'économie russe. Ça, c'est ce que j'ai découvert dans le bouquin de David Tortry avec le redécollage de l'agriculture russe après 2014. J'ai découvert le retour des Russes dans le domaine de la production de centrales nucléaires et de divers d'autres éléments. Et donc ça, c'est un énorme test de réalité qui est en train, ces jours-ci, d'arriver à maturité parce qu'on arrive à ce qu'on appelle guerre d'attrition, pas tellement la guerre d'attrition sur les hommes, mais la guerre d'attrition sur les matériels, où on voit... Alors la presse quand même américaine, la presse anglaise est folle. Hein. Je veux dire honnêtement, la lecture du Guardian... C'est le seul que je lis régulièrement parce que c'est gratuit. Je veux dire, déjà, ils étaient un peu fous pendant le Brexit, le Guardian, mais alors là, maintenant, c'est terminé. Ils sont en coma dépassé. Hein. C'est vraiment c'est hallucinant. Mais dans la presse américaine, sur le site du CNN, on trouve des informations. Et en particulier, c'est d'ailleurs sur le site du CNN qu'on a vu apparaître les premières inquiétudes américaines sur la production de matériel de guerre. Et donc, à mesure que, d'un côté, on découvrait que les missiles russes qui étaient épuisés continuaient d'exister, donc on subodorait l'existence d'usines quelque part, je ne sais pas, du côté de l'Oural. Et surtout, on découvrait que toutes les chaînes de production de je ne sais plus quel type de missiles, j'aime pas trop la guerre, ça m'intéresse pas tellement en fait personnellement, je veux dire... avait été démonté depuis les années 80. Et donc, on en arrive à cet état de réalisation de ce que cet Occident si puissant est quand même économiquement largement une fiction. Et je pense que la guerre va continuer comme ça. Alors, pour quand même répondre à la question, je veux dire, ce qui n'est jamais une mauvaise idée, je pense que dans l'avancée vers la guerre, dans les causes de la guerre,
l'Europe a joué un rôle. C'est-à-dire l'expansion de l'Union européenne vers l'Ukraine, le choix auquel les Ukrainiens ont été confrontés de rallier l'Union européenne ou l'espace russe sur le plan économique fait certainement partie des causes de la guerre. C'était un choix d'une très grande brutalité, puisque, en fait, il condamnait la région du Donbass et l'industrie ukrainienne. Disons qu'en gros, ce que l'Europe a proposé à l'Ukraine, c'est la ruralisation. Et je dirais que, pour moi, les objectifs allemands concernant l'Ukraine, l'Allemagne est un pays charmant, de toutes sortes de qualités, efficace, mais qui me semble engagé dans une rationalité économique pure qui atteint le stade de la névrose. C'est-à-dire c'est vraiment un pays pacifique. Il n'y a plus d'armée. C'est clair qu'ils n'étaient pas trop chauds pour envoyer des chars, alors que apparemment ils sont les seuls qui fabriquent des chars qui marchent et qu'ils arrivent à exporter. Mais il y a une sorte de fixation sur le maintien d'une puissance économique qui a, dans le contexte de dépression démographique allemande, a mené une sorte de phénomène à la fois d'expansion, de délocalisation des activités en Europe de l'Est, mais ça ne concernait pas tellement l'Ukraine, et de ce que j'appellerais une politique consciente ou inconsciente de prédation démographique. C'est-à-dire que l'Allemagne prend de la population à tous les pays libérés du joug communiste. Et donc ces pays sont libérés du joug communiste pour se faire détruire démographiquement. Le plus bel exemple serait sans doute la Croatie, en fait. Et donc, pour moi, vraiment, mais c'est toujours pareil, on est dans une situation où il faut inventer des pensées à des acteurs qu'on ne connaît pas. Donc, je pense que la conception allemande de l'expansion de l'Europe, c'était de faire de l'Ukraine un espace de prédation démographique, puisque l'adhésion à l'Europe allait détruire l'économie ukrainienne ou la ruraliser. Mais on ne peut pas... donc c'est très violent quand même. Ce qui a été fait à l'Ukraine est très violent. Mais je ne pense pas qu'on puisse penser en termes d'un plan d'agression, etc., puisque en parallèle, l'Allemagne, dans sa rationalité économique pure, s'acoquinait avec la Russie parce que la Russie avait du gaz, que c'était un partenariat splendide, et tout ça sans armée. Le concept d'expansion économique tous azimuts, sans armée, et si on réfléchit 2 minutes, complètement cinglé. En fait, vraiment. Et bon, voilà. Alors, mais là, j'en suis sur ce qui est européen dans la dynamique de marche à la guerre. Mais pour moi, c'est tout. Pour le reste, l'Europe n'a pas de rôle. La France, particulièrement, c'est très très drôle dans le cas de la France. J'en discutais avec un ami, c'est que l'une des raisons pour lesquelles la situation peut être folle sur nos plateaux de télévision, c'est qu'en fait la France ne joue aucun rôle dans cette crise. Elle fournit très peu d'armes, elle n'a aucun moyen d'action, elle n'a pas vraiment d'armée, elle n'a pas de puissance économique à cause de la désindustrialisation. Donc en fait, en France, l'Ukraine, c'est un sujet pour discuter. Ce n'est pas un sujet pour agir. L'Allemagne, c'est différent. L'Allemagne pourrait, si l'Allemagne décide de produire des armes en masse, on le sentira. Mais bon, pour nous, c'est pas ça. Mais en fait, pour moi, les vrais acteurs depuis le début, donc je mets de côté les Ukrainiens qui existent, même s'ils ne sont pas partout en Ukraine, pour moi, depuis le départ, c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis. Je me souviens d'avoir vu les deux discours de Poutine au début, quand il est apparu. Enfin, j'ai eu l'impression de vivre de l'histoire en direct quand même. Je sais pas, hein, c'est vraiment... c'était
il s'agissait de l'Ukraine, certainement, mais en fait, c'était un défi à l'OTAN. C'était un défi à l'OTAN, parce que la Russie se sentait assez forte pour défier l'OTAN. Et pour moi, il faudrait décrire, je pense, fondamentalement, ce qui se passe en Ukraine comme l'affrontement en Ukraine de la Russie et des Américains avec les Anglais en mouche du coche. Parce que les Anglais sont vraiment très surexcités. Hein. Il y a un côté, je ne sais pas ce qui leur prend. C'est vraiment, c'est très, 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 très ahurissant. Et donc là, moi, je suis sur la ligne Mearsheimer, ce qui est très simple. C'est-à-dire, j'avais deux idoles au début de la guerre d'Ukraine, David Tortry et John Mearsheimer, qui sont les deux personnes qui m'ont aidé à ne pas perdre des pédales. Et donc Mearsheimer est apparu très tôt en disant écoutez, ce qui se passe est très simple. La Russie avait annoncé qu'elle ne tolérerait pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. L'installation des Américains, des Anglais, des Polonais dans la remise en place d'une armée ukrainienne efficace, etc., avait fait ou était en train de faire de l'Ukraine un membre de facto de l'OTAN. Et donc la Russie a annoncé que ce n'était pas possible. Et donc la Russie a fait, je veux dire, une guerre préventive, mais fondamentalement défensive. Mais quand on parle des Américains, des Britanniques, des Polonais, on ne parle pas de l'Europe, en fait. On est déjà... Et pour moi, l'une des caractéristiques de cette guerre, c'est que très tôt, il est apparu que, Paris, n'en parlons pas, mais Berlin, enfin les deux piliers historiques de la communauté européenne, comptaient pour du beurre. Et que l'axe stratégique véritable, c'était Washington, Londres, Varsovie, Kiev. Donc on a été, de mon point de vue, on était dès le début dans une logique de guerre intercontinentale, disons, en cours de devenir une guerre mondiale. Ensuite, je vais dire rapidement quand même pourquoi j'ai pensé très tôt que cette guerre allait être mondiale. C'est parce que, vous l'avez mentionné, c'est-à-dire que c'est la grosse bizarrerie de l'histoire. C'est-à-dire que le boulet de mon existence actuelle, c'est un contrat d'édition que j'ai signé aux éditions du Seuil sur le problème des rapports entre la Chine et les États-Unis. Hein ? Donc moi, j'ai pensé très tôt qu'il n'y a pas de vaste menace chinoise parce que la Chine est à la veille d'une dépression démographique très puissante. Donc il n'y a pas de... Et que les États-Unis n'auraient pas la force. Bon, j'y croyais pas, mais comme David l'a dit, c'est la vraie surprise, et peut-être c'est de ça qu'il faudrait parler, c'est pourquoi, dans un monde où tout le monde était sur les starting blocks, moi compris, pour analyser l'inéluctable conflit entre la Chine et les États-Unis, ce qu'on a eu, c'est un conflit entre les États-Unis et la Russie, mais avec quand même un retour progressif de la première réalité. C'est-à-dire que les Chinois... Il y a des domaines, d'habitude je suis plutôt empirique, j'aime bien avoir des données pour réfléchir. Mais là, en fait, ce que pense Poutine, vraiment, ce que pense Xi, etc., vraiment, je suis mal informé. L'intérieur de leur cerveau. Et donc là, il faut, de plus être un empirique anglo-saxon, il faut être un rationaliste français. Et donc on fait cette hypothèse incroyable de nos jours, c'est que les Chinois sont normalement intelligents. Vous voyez, c'est une hypothèse nouvelle. Les Chinois sont normalement intelligents. Et donc,
Ils sont... D'accord. Ah, mais moi, je n'ai pas peur de me mouiller. Hein. Je suis un type courageux, je fais des hypothèses. Hein, et avancées. Et donc, les Chinois, normalement intelligents... Non, mais je dis ça parce que, vous voyez, pendant des mois, on a eu un discours, oui, les Chinois veulent bien soutenir un peu les Russes, mais pas trop... Et puis, en fait, les rapports avec les États-Unis sont très importants. Et puis, vous savez, il y avait tous les pékinologues qui interprétaient des mots chinois. Les Chinois reprochaient ceci ou cela à la Russie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Bon, ça voilà. Mais quoi? Les Chinois, c'est des types normalement intelligents. Ils savent que si la Russie tombe, ensuite, c'est leur tour. Et donc, en fait, depuis le début, les Chinois n'ont aucun choix que de soutenir la Russie. C'est tout. Et donc, moi, c'est ça qui m'a fait penser, dès le début, que la guerre était mondiale. Alors, évidemment, j'étais un peu aidé, puisque je voyais la Chine de Tokyo. Donc, c'est difficile de ne pas voir la Chine quand on a des liens personnels avec le Japon. Hein. C'est difficile de ne pas les voir. Moi, je suis surtout connu au Japon maintenant pour faire de l'analyse géopolitique. Et je les vois du point de vue d'ailleurs des intérêts japonais. Et donc, ce qui est tout à fait extraordinaire, maintenant, actuellement, ces jours-ci, c'est que, premier temps, ou plutôt point zéro du débat, on s'attend à une guerre ou un conflit entre les États-Unis et la Chine. Ô surprise, le conflit a lieu entre la Russie et les États-Unis. Mais là, on est en train de reglisser vers le point initial, puisque tout le monde est en train de s'inquiéter de fournitures d'armes chinoises à la Russie. Et donc, tout le monde est peut-être en train de comprendre que l'affrontement industriel de fond sera entre la Chine et les États-Unis, avec une Chine qui produit 30% des machines-outils dans le monde et les États-Unis 8%, ce qui nous donne la clé de l'histoire, en fait, d'une certaine manière. Mais il reste ce problème. Moi, pourquoi est-ce que la Russie continue d'occuper cette place? Pourquoi elle a cette espèce de fascination ou de chiffon rouge et pourquoi les Américains se sont en fait laissés entraîner dans un affrontement industriel avec la Russie qu'ils ne sont pas capables d'assumer, en fait. C'est une vraie question. J'ai à peu près répondu ou pas? Oui, je crois. Oui. Je crois. C'est très difficile parce que le sujet est sans cesse mouvant. C'est-à-dire, et là, là, le dernier truc, c'était, on voit la Chine au centre du jeu maintenant, organisant des accords entre les Iraniens et les Saoudiens. Et donc, il y a quand même le retour de cette question fondamentale. Merci beaucoup pour cet exposé très, très large et surtout qui revient sur des éléments de fond, des évolutions moyen et long terme. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'on est dans le court-termisme, on est effectivement dans ces plateaux de télévision où certains spécialistes sont dans la tête de Vladimir Poutine, contrairement donc Oui, excusez-moi, j'avoue. Voilà, donc eux savent. Il est fou. Sanguinaire. Voilà, soit il est fou, soit en tout cas on connaît le coup d'après. Donc soyons peut-être un peu plus modestes, mais en même temps essayons de voir d'essayer de voir transparaître le fond de l'affaire et ce que vous avez dit sur les surprises. En fait, on a été de surprise en surprise. Hein. Effectivement, cette résistance ukrainienne inattendue qui renvoie à la question de l'identité des Ukrainiens, mais pas seulement, parce que après tout, rappelons-nous, la guerre civile russe,
C'était des Russes et des Russes qui se battaient. Est-ce que ça voulait dire qu'il y avait une identité particulière d'un côté et de l'autre? Dans le conflit actuel sur le terrain, vous avez des Russes et en face, vous avez des russophones. 90% des soldats qui se battent sur le terrain partagent une même langue. Et quand vous regardez les élites russes, vous avez beaucoup de noms de famille qui sont typiquement ukrainiens, pratiquement au plus haut sommet de l'État. Quand vous regardez les élites ukrainiennes, vous voyez des noms russes partout. Donc ce conflit, il est extrêmement complexe. On peut rester au niveau déjà russo-ukrainien, on pourrait passer des heures à analyser les tenants et les aboutissants de ce conflit, la dimension identitaire, la dimension politique. Je lisais récemment le témoignage d'un jeune russe qui est né en Ukraine, qui s'est réfugié en Russie parce qu'il vivait à Mariupol, qui dit qu'il est complètement dans une situation infernale pour lui, parce que il se sent solidaire plutôt de l'Ukraine comme son pays de naissance, et en même temps, il se sent éthiquement russe. Et donc, il est écartelé. Donc, sur le terrain, c'est beaucoup plus cette situation-là qu'on a que la description qu'on nous en fait d'un enthousiasme absolu de l'ensemble de l'Ukraine contre une invasion russe et d'une différence majeure entre une identité ukrainienne qui serait constituée ou qui se constituerait dans la guerre et un envahisseur moscovite, plus ou moins asiatique, qui serait perçu comme totalement étranger à la conscience ukrainienne. Donc il y a différents aspects à ce conflit, mais déjà sur le terrain ukrainien, c'est complexe. Sur celui de l'économie, pour compléter un tout petit peu, je dirais que j'aurais plusieurs aspects. Le premier aspect sur la surprise sur les surprises liées à la résistance russe. Un premier aspect, c'est celui de la préparation qui a été celle de la Russie à une aggravation des relations avec l'Occident. Depuis au moins 2014, les autorités russes ont beaucoup travaillé pour se préparer à un éventuel choc. Alors ça ne veut pas dire qu'elles se préparaient à la guerre. Il n'est pas certain que c'était prémédité. Mais disons qu'on a eu beaucoup d'actions, notamment dans le système financier, avec la dédollarisation d'une partie de ce système financier, des actions concrètes sur un équivalent russe du SWIFT qui a été créé, qui permet aux banques russes de continuer à échanger entre elles, même si elles sont coupées du système occidental, un système de cartes bancaires russes qui a pris le relais automatiquement quand l'ensemble des cartes bancaires en Russie ont été débranchées de Mastercard et de Visa. Vous imaginez demain, si la France était débranchée des Visa et de Mastercard, on retourne à l'âge de pierre. En Russie, les Russes ne l'ont même pas ressenti, en tout cas en Russie même, parce que le système russe a aussitôt basculé pour continuer à faire fonctionner ces cartes pourtant occidentales, de banques russes, mais utilisant le système occidental. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu un véritable... Donc ça, c'est le premier élément, qui n'était pas assez bien analysé du côté occidental. Parce que le discours dominant chez les spécialistes, y compris chez les spécialistes de la Russie, c'est beaucoup de spécialistes, c'était de dire, oui, mais enfin, cette politique de souveraineté économique, elle ne donne pas de résultat. Le système Poutine est corrompu et inefficace, et donc, toutes ces actions, ça n'a pas d'impact majeur sur la réalité économique du pays. Il semblerait que ce soit un tout petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît de ces analyses qui, par ailleurs, et c'était aussi une des motivations de mon ouvrage sur l'idée de la puissance. Le gros problème sur la Russie, mais peut-être pas que sur la Russie, c'est qu'on analyse la Russie au travers de l'analyse de ses élites. Alors certes, ça a un intérêt, mais souvent de son seul dirigeant. Voilà. La Russie, c'est Poutine, et Poutine, c'est la Russie.
Et quand on s'arrête là, eh bien, c'est beaucoup trop court pour comprendre une puissance qui se base, comme ça a été dit, sur un territoire, comme on le sait, le plus vaste au monde, qui implique des richesses. Potentiellement, c'est le pays le plus riche au monde en termes de richesses, qui implique donc cette profondeur stratégique dont on a parlé, et beaucoup d'autres aspects qui font qu'une puissance ne se réduit pas à son dirigeant, ni à son PIB, comme on l'a vu, qui est une mesure par ailleurs très critiquable de la puissance, ce qui renvoie aussi à un économisme qui marque nos élites et qui a une certaine importance, hein, c'est le nerf de la guerre quand même, mais qui est d'abord, s'appuie sur des mesures qui ne sont pas forcément celles qui reflètent correctement les fondamentaux d'une économie, et puis qui réduisent la puissance à à des seuls aspects économiques. Et là, on a la preuve, là, sur l'idée de ça nous donne, ça illustre la réalité du monde. Et là, on a la preuve que l'économie, en tout cas mesurée en termes de PIB, n'est pas suffisante pour parler de la puissance. Et puis, il y a un autre aspect que je voudrais mentionner sur l'inefficacité relative. Hein. Ces sanctions, elles ont quand même mené à une récession russe, mais beaucoup plus limitée qu'annoncée. C'est que je pense que nos élites occidentales, européennes, vivent dans le monde d'avant. Alors, elles se prétendent être déjà dans le monde d'après, mais j'ai un peu l'impression qu'elles vivent dans le monde d'avant. C'était celui où l'Occident était central, et où donc des sanctions économiques massives de l'Occident mettaient à genoux une puissance adverse. On s'aperçoit que ça n'est plus le cas, que la Russie peut continuer à commercer avec, en gros, l'Asie, pris dans un sens large, non seulement pour l'exportation de ses matières premières, mais aussi pour l'importation d'une grande partie des biens de consommation ou de composants dont elle a besoin. Donc, il y a un retard dans la pensée de l'Occident sur le monde tel qu'il est. Manifestement, et ça se ressent aussi au niveau de la diplomatie, qui renvoie aussi à un aspect, et là je poserai cette question sur un aspect assez étonnant, c'est le bellicisme des élites européennes depuis le début de ce conflit. Ce bellicisme, il a un impact délétère sur les positions de l'Europe dans le monde. Parce qu'autant le bellicisme américain, d'abord on y est habitué, et en quelque sorte, finalement, c'est presque le rôle des États-Unis. Enfin, ils vivent comme ça, ils se sont exprimés en tant que puissance, grande puissance, comme une puissance militaire. Premier budget militaire mondial qui écrase tous les autres, hein, presque équivalent à l'ensemble des autres budgets militaires de la planète, et puis histoire marquée par la guerre récurrente. Et donc, on n'est pas très surpris, et ça ne va pas forcément atteindre particulièrement leur image et leur capacité à agir. Par contre, l'Europe, elle s'était quand même placée sur un autre plan, c'était celui de la stabilité et d'une structure pourvoyeuse de paix, on va dire de paix et de stabilité. Or, des élites européennes bellicistes, mais comme ça a été dit, hein, comme Emmanuel Todd le dit, qui n'en ont pas vraiment les moyens par ailleurs, eh bien, c'est délétère, et on le voit tout de suite, hein, dans les réactions des élites africaines, on a pratiquement tous les jours des nouvelles sur une sorte de presque, je dirais, de révolte, hein, en tout cas d'expression parfois très dure d'un désaccord avec l'Europe. On le voit dans le conflit ukrainien, hein, c'est quand même la Turquie et la Chine qui proposent tant bien que mal des plans de paix, et l'Europe qui dit non, attendez, laissez-nous, on veut continuer la guerre. C'est quand même le monde à l'envers. On voit les dirigeants allemands qui vont au Brésil pour demander à Lula da Silva, est-ce que vous pouvez nous fournir des armes? Et le dirigeant brésilien qui, écoutez, nous sommes un pays de paix, il faudrait que vous fassiez la paix sur le continent européen. C'est-à-dire que on n'est plus du tout dans notre rôle, et c'est le reste du monde qui nous fait la leçon désormais sur ce conflit qui est très largement, justement, je pense, vu comme un conflit européen ou occidental, et qui nous ramène finalement dans une position d'infériorité,
déclassement vis-à-vis du reste du monde. Et donc ma question serait la suivante. Comment expliquer ce bellicisme européen? Qu'est-ce qui explique que nos élites européennes, qui s'étaient quand même placées très largement dans l'idée d'une forme de fin de l'histoire, hein, la guerre, c'est pas bien, et nous, on va exporter nos valeurs au travers notamment de cette structure très originale qu'est l'Union européenne. Comment expliquer qu'on ait basculé dans ce bellicisme? À mon avis, c'est le genre de sujet sur lequel il faut vraiment prendre du recul. C'est-à-dire, pour moi, la première chose à faire, je ne sais pas si je me répète ou non, mais là, il le faut de toute façon, c'est d'essayer d'évaluer la situation des diverses sociétés dans leur trajectoire. Donc, la Russie, c'est un pays qui, certes, s'était préparé à quelque chose et préparé sans doute à récupérer une partie de terres considérées comme russes, etc. Mais c'est fondamentalement une société qui vient de survivre à l'effondrement du communisme, qui a souffert d'une façon abominable dans les années 1990 et qui a retrouvé, sous Poutine, dans les 20 dernières années, pour moi, ça va au-delà de la stabilité. C'est une société qui a retrouvé un sens des choses. Je veux dire, quand on a tant souffert, peut-être c'est un peu le genre d'état d'esprit qu'il y avait en Europe occidentale après la Deuxième Guerre mondiale ou au Japon. J'en ai parlé. C'est déjà super d'avoir survécu. C'est déjà un projet en soi. Et donc ça donne un pays qui est fondamentalement à l'équilibre et paisible. Donc ça va être aussi la raison du soutien des Russes au régime, qui est identifié de façon temporelle à ce retour à une vie concevable, en fait, simplement. Et donc, en fait, en un certain sens, la Russie n'est pas un vrai sujet. Et d'ailleurs, la Russie a défini une doctrine à la fois intérieure et extérieure qui est fondamentalement paisible et conservatrice. Je veux dire, il y a un discours conservateur qui associe dans une fraternité inédite la religion et la partie positive du stalinisme. C'est un écuménisme quand même d'un genre nouveau qui a été établi par Poutine, on peut dire ça quand même, non? Bon, donc voilà, donc c'est pas un sujet. Mais la Chine, l'Inde, la Turquie, ce sont des sociétés en décollage. Ce sont des sociétés qui sont en train d'échapper à la pauvreté, qui risquent pas pour j'ai pas cité l'Iran, mais pas pour la Turquie, peut-être un peu pour l'Iran, mais surtout beaucoup pour la Chine, d'avoir des problèmes démographiques, puisque avec 1,3 de fécondité, la Chine va quand même perdre 30% de sa population active dans je ne sais plus combien de décennies, mais ce n'est pas encore sensible. Donc ce sont des pays dont échapper à la pauvreté, c'est sympa aussi. C'est un projet. On peut accepter beaucoup de régimes, en fait, politiques, dans un tel contexte. On peut se payer une belle armée, dans le cas de la Chine, choses comme ça. L'Occident, c'est tout à fait autre chose. L'Occident, le discours de l'Occident sur lui-même est un discours de gens qui font l'histoire et qui édictent les règles de la bienséance politique mondiale. Hein? Et je vois bien les États-Unis, ou même plus généralement l'anglosphère, parce que vraiment la fusion par Internet de l'Angleterre, de l'Australie, du Canada avec les États-Unis, et leur annexion presque, est vraiment l'un des phénomènes importants des 20 dernières années, en fait. Donc il y a une sorte de condensation de l'anglosphère autour des États-Unis
qui est quelque chose d'important. Donc il y a ça, l'angosphère, qui d'ailleurs, elle toute seule, est plus peuplée que l'Union européenne, au fond. Pas d'autant que ça, mais plus peu. Et puis, l'Union européenne, c'est autre chose, mais pour moi, ce sont deux systèmes, si je parlais de façon vulgaire, et je vais le faire, qui se la pètent, en fait, qui pensent qu'ils sont le modèle pour le monde, mais la vérité, ce sont deux systèmes qui sont en crise totale. C'est-à-dire, il y a la chose qui avait le plus attiré mon attention depuis le traité de Maastricht, la construction de la monnaie unique, la façon dont l'Europe a vécu la crise financière de 2007, 2008, etc., c'est que l'Union européenne est en vérité un système qui garde un niveau de vie appréciable, mais qui, en tant que projet historique, politique, philosophique ou tout ce qu'on veut, est en perdition. Et c'est un système qui, surtout, a changé de nature. Donc j'avais utilisé la comme comparaison, j'avais parlé de l'Europe en renvoyant, c'est la métamorphose de Kafka, ce type qui se transforme en gros insecte. L'Europe, c'était un projet égalitaire, sympathique, démocratique et libéral, copiloté par la France et l'Allemagne, qui était à peu près à parité, qui était juste un peu plus égale que les autres, mais pas tant que ça. Puis l'Europe s'est mutée grâce à l'euro, aux inégalités, aux différences de structure familiale, d'efficacité, en un système hiérarchique dominé économiquement par l'Allemagne, avec destruction de l'industrie française, italienne, pompage des élites italiennes, espagnoles, des jeunes par l'économie allemande, assoiffée de matières grises et de forces de travail, avec une sorte de recolonisation de l'Europe de l'Est par l'industrie allemande, utilisant les anciennes démocraties populaires comme une sorte de Chine intérieure à l'Union européenne, avec les hausses de niveau de vie de la Chine, mais quand même avec un différentiel très important. C'est devenu simplement autre chose. Ça n'est plus démocratique. Est-ce que c'est libéral ? Ces jours-ci, on commence à douter. Mais c'est fondamentalement... Et c'est un système qui, à mon avis, avait une sorte de... Vers la fin, là, au moment de 2014, de Maïdan, etc., c'est un système qui continuait d'essayer de s'étendre alors qu'il était en train de mourir en son cœur. Enfin, il y a vraiment quelque chose de tragique dans l'histoire de l'Europe. Et puis, voilà. Donc l'Europe, c'est un système où on dit on va agir à l'échelle européenne, tout le monde sait qu'il ne va rien se passer. C'est pour ça que Poutine doit être très satisfait d'entendre que les Européens veulent agir en commun pour fabriquer des armes. Je veux dire, ça, les Russes peuvent être tranquilles. Si l'Europe s'en occupe, ils sont peinards. Il ne va rien se passer. Hein, voilà. Mais donc c'est un système, et il y a la montée des inégalités, il y a la montée de la sécurité, il y a certaines dimensions d'un néolibéralisme mal digéré, mais c'est des pays qui vieillissent, c'est un monde où les jeunes sont maltraités, qui vient de subir le choc du Covid et découvrir qu'ils ne fabriquent plus ces médicaments. Enfin, c'est vraiment... c'est un monde qui va mal, en fait, qui est en crise. Bon, l'Amérique, ça, j'avais moins travaillé là-dessus, finalement. Je n'étais pas conscient de l'ampleur du problème, et l'Angleterre encore moins. Mais c'est un autre genre de monde, qui est plus authentiquement libéral à l'origine, mais dont, en vérité, les forces productives ont été dévastées par le néolibéralisme. Je veux dire, c'est un pays dont la population continue à augmenter très vite, mais c'est une population de consommateurs ou de travailleurs faiblement qualifiés et qui n'arrivent pas à se secouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais pensé... moi, je n'étais pas complètement hostile à Trump. En fait, comme c'était très bien dit dans l'introduction, moi, je suis un partisan de la nation en général, si ça veut encore dire quelque chose. Je suis très content d'être français, c'est pas agressif.
j'aurais été très content que les Britanniques soient britanniques et que les Américains soient américains et nous foutent la paix en prime. Et donc, comme ça semblait le projet de Trump, malgré une expérience traumatisante au Trump Hotel de Las Vegas, personnellement, qui était dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et j'étais prêt à le projet protectionniste de Trump, même une certaine hostilité à la Chine en tant que rival commercial ou destructeur de l'industrie américaine. Pourquoi pas? On se restructure aussi dans des conflits modérés comme ça. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas du tout marché, que mesure en termes absolus sur les biens, le déficit commercial américain a continué d'augmenter. La mortalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est mise à augmenter. En termes de production idéologique, je m'excuse de le dire, mais je ne suis pas très militant sur les questions sociétales. Je ne fais pas partie des gens qui s'excitent contre l'idéologie woke ou ces trucs-là. Mais quand même, je veux dire, ce que produit l'Amérique sur le plan intellectuel devient complètement débile. Hein? Je vous recommande la lecture. Alors, je crois que ça va être traduit en français. Moi, j'ai lu en anglais. C'est un livre d'un conservateur intelligent américain qui est éditorialiste au New York Times. C'est un peu l'alibi conservateur du New York Times. Un type qui s'appelle Ross Douthat. Alors, j'ai lu, il écrivait quelque part que même les Américains ne savent pas prononcer son nom. Ça s'écrit D-O-U-T-H-A-T, et qui a écrit un livre qui s'appelle The Decadent Society. Et il a ce merveilleux concept de Sustainable Decadence. Donc la décadence durable. Et vraiment, c'est un type vraiment intelligent. Hein. Et alors lui, il a l'idée que bon, les États-Unis sont décadents, que ça produit plus rien, etc., mais que c'est pas trop grave parce qu'à l'extérieur, c'est pareil. Et donc que ça peut durer. En un certain sens, Poutine lui a dit que non. C'est un type très intelligent, mais qui a trouvé son maître. Et c'est pas très clair que la décadence américaine peut continuer à nos frais indéfiniment. Mais la vérité du monde actuellement, je fais un tour un peu rapide, c'est que le vortex, la crise, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui est en crise. C'est ça qu'on a du mal à percevoir. C'est-à-dire, on est dans la stupéfaction de la guerre, etc. Et on est en crise. Et pour moi, le bellicisme de l'Occident et un bellicisme sans les moyens de la guerre, c'est la crise de l'Occident. Je suis particulièrement sensible. Moi, je suis dans une prise de conscience de la crise anglaise que j'ai niée. Maintenant, je le répète un peu tout le temps en boucle parce que c'est le choc pour moi des derniers mois. Moi, j'ai été formé intellectuellement pour la recherche à Cambridge, en Angleterre. Je vénère l'empirisme britannique. Mes parents étaient bilingues. On aura beaucoup de mal à trouver des mots désagréables sur l'Angleterre de ma part dans les 50 dernières années. J'ai réussi à ne pas voir que Thatcher était une horreur, que Blair était une horreur, que même les Écossais n'en pouvaient plus d'être britanniques. J'ai cru que le Brexit allait marcher. Enfin, vraiment, le mec, 50 ans de retard. Vraiment. Et donc là, les gens qui croient qu'il y a... ou les gens qui pensent que le système hospitalier français est en crise et qui ont raison, je veux dire, n'ont pas été en Angleterre. On peut encore se faire soigner ici. Je veux dire, si on a un truc suffisamment grave ici, on sera soigné. Hein? Bon, en Angleterre, c'est pas sûr. Hein? Et ils commencent aussi à avoir les problèmes démographiques des Américains. Mais pour moi, c'est caractéristique sur le bellicisme que les Anglais sont les pires. Je pense que l'Angleterre est la société la plus menacée actuellement. L'Amérique a sa masse. Elle a ses ressources naturelles. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Ils ont quand même une armée, même s'ils n'arrivent plus très bien à produire le nombre de missiles. Si le F-35, cet avion, sait tout faire sauf voler,
c'est un concept. Je veux dire, le F-35, il me fait penser à une blague juive. C'est un type qui a un camion de pantalons qui n'ont qu'une jambe. Et il revend son camion de pantalons qui a une jambe, il en revend à un autre type. Puis cet autre type le revend à un autre type, et puis ça continue comme ça. Et puis, finalement, il y a un mec qui dit, mais non, mais je ne vais pas t'acheter ce camion de pantalons, c'est idiot, ils n'ont qu'une jambe. Alors tu dis, c'est pas des pantalons pour porter, c'est des pantalons pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Ça, c'est le F-35. Donc, voilà. Mais je suis d'origine juive, hein. Et catholique, les deux. 50-50. Et donc, non, c'est pas vrai, il y a aussi des protestants dans la famille, mais donc, où est-ce que j'en étais? Je suis désolé, j'aime trop cette blague, donc l'Amérique a sa masse quand même. Et puis, elle a ses services secrets, sa capacité de prédation. Et puis, elle a surtout la possibilité de fabriquer des dollars. Hein? Donc, par exemple, à un moment donné, je me suis dit, le nouveau modèle de guerre américain, c'est on donne des dollars aux Ukrainiens, et avec ces dollars, ils peuvent acheter des trucs en Europe occidentale qu'on ne fabrique pas. C'est un modèle, hein, on peut se poser des questions. Mais les Anglais n'ont pas ça. Les Anglais, ils ont détruit leur base industrielle encore plus que les Américains. Comme les Américains, ils ont très peu d'étudiants qui font des études d'ingénieurs, qui pourraient en construire ça. Et ils sont vraiment... Il y a un élément de folie dans la situation anglaise. Le plan économique de... Je m'excuse, on en a parlé tout à l'heure, de Liz Truss. Pour moi, Liz Truss m'a ramené à une conscience exacte de ce qu'est l'Angleterre. Parce qu'elle est quand même débile. Vous voyez, là, ça a été trop loin pour moi. Bon, je passe sur les problèmes de l'accent de Liz Truss et des choses là. Mais l'Angleterre est vraiment... il y a quelque chose de tragique dans cette situation. Et c'est le pays le plus belliciste. C'est-à-dire que tous les jours, le Ministry of Defense, le ministère de la Défense, produit des communiqués analysant l'évolution de la situation sur le terrain, comme si l'Angleterre était une puissance mondiale, et d'ailleurs, elle veut intervenir dans le Pacifique. Donc là, c'est l'archétype de ce que vous évoquiez, d'une sorte de bellicisme qui n'en a pas les moyens. Et donc, pour moi, ce bellicisme, c'est la crise de l'Occident, mais c'est un bellicisme fictif, parce que, mais même l'Amérique, en fait, parce que ce qu'on disait du PIB américain, il faut peut-être l'appliquer à l'armée américaine aussi. On dit, c'est 40% des dépenses militaires mondiales, mais 40% de quoi? C'est quoi ces 40%? Des types trop payés aussi. Oui, donc en ce sens, c'est vraiment dur parce que ça nous plaise ou non, on est des Occidentaux. Si l'Occident coule, c'est nous qui coulons. Il faut être réaliste. On ne peut pas se réjouir d'être dans le camp des perdants si on perd. Quand même. Et le fait d'être lucide dans le camp des perdants en ayant bien dit qu'on allait perdre ne nous fera pas aimer des gagnants. Oui, donc c'est vraiment... Mais il faut qu'on se voit tel qu'on est. Alors, il y a une chose dont je voudrais parler et qui peut-être vous permettrait de suivre les événements qui approchent et qui, moi, m'intéressent beaucoup. C'est parce que ça évolue tout le temps. Donc, on part d'une situation où Poutine jette le gant à l'OTAN. Et là,
un moment de pause stupéfaite, difficulté militaire, mais l'économie russe tient le coup. Alors, la plupart des pays du monde n'adoptent pas les sanctions de l'Occident collectif, mais quand même essayent de ne pas trop se mouiller. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Et puis, à mesure qu'il est clair que la Russie va sans doute tenir, les gens se libèrent un peu. Les gens sont de plus en plus prêts à s'engager avec la Russie. Les Iraniens entrent dans une coopération militaire tout à fait évidente avec la Russie. Les Chinois durcissent le ton. L'Arabie saoudite, qui s'était contentée d'être complaisante avec la Russie sur le plan du pétrole, se réconcilie sous égide chinoise avec l'Iran. Mais ça, c'est peut-être un processus dynamique de... On n'est pas sûr. Hein. Moi, je ne suis pas comme les mecs sur les plateaux télé. Hein. Je ne lis pas l'histoire droit dans les yeux. Hein. On ne sait pas, c'est des hypothèses. Mais peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est que, prenant conscience du fait que le défi russe aux États-Unis peut aller quelque part, eh ben, les gens se démasquent comme hostiles aux États-Unis. Je vais vous donner un dernier exemple qui vous surprendra peut-être. La Suisse. La Suisse, qui au départ avait semblé très complaisante avec la mécanique des sanctions occidentales et dont on supposait qu'elle perdait sa neutralité, etc., était simplement prise dans un mouvement dans lequel l'Amérique semblait, ou l'OTAN semblait contrôler la situation. Mais ces jours-ci, les gens accusent la Suisse de ne plus vouloir, ou de jamais vouloir livrer d'armes, etc. L'une des choses qui m'intéresse, que je trouve le plus fascinante, c'est sur l'Occident, on revient sur le concept de guerre mondiale, guerre européenne. C'est-à-dire que, en fait, à la veille de cette guerre, les gens pensaient tous en termes de reflux de la puissance américaine. Échec de la guerre d'Irak, reflux honteux d'Afghanistan. On était dans le genre de modèle que j'avais décrit après l'Empire, d'une rétraction du système américain. Et puis, la résistance des Ukrainiens, le ralliement de tout le monde autour des États-Unis a fait oublier ça. Et tout d'un coup, tout le monde disait « Ah, mais l'OTAN est formidable, l'Amérique est essentielle, etc. » Mais la vérité de la dynamique historique, c'est bien le reflux de la puissance américaine et la réorganisation du monde indépendamment des États-Unis. Mais ce qu'on a du mal à le voir, nous, en Europe, on le voit partout. Il y a un bouquin du ministre indien des Affaires étrangères, dont je n'arrive pas à mémoriser le nom, sur ce thème d'un reflux de la puissance américaine, et qui dit très lucidement d'ailleurs que la Chine non plus dominera pas le monde. Mais nous, on a du mal à le voir parce que je pense qu'à mesure que le système américain se rétracte, il pèse de plus en plus sur les alliés et protectorats. C'est-à-dire le système américain, tel que le voyait Brzezinski, c'était, il sort de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la conquête de l'essentiel de l'Allemagne et du Japon, deux puissances industrielles. C'est les deux piliers du système américain. Et puis il y a le reste du monde, etc. Et en fait, dans le reflux de l'impérium américain, du monde unipolaire qui avait suivi l'effondrement du système soviétique, il me semble que les États-Unis
accroissent leur prise et essayent d'augmenter l'augmentation des Européens, des Japonais et des Coréens. Et nous, on ne voit pas, on est dans la... Ce serait, regardez où on en était au moment de la guerre d'Irak, quand on avait des conférences de presse communes de Schröder, Poutine et Chirac. L'Europe existait, il y avait une marge. Hein, et là, l'action américaine a brisé les accords entre la Russie et l'Allemagne. Les Américains ont fait péter Nord Stream. On est, en fait, avec la complaisance de nos dirigeants, pourquoi il faudrait le savoir, on est beaucoup plus sous emprise américaine. Ça doit avoir un rapport avec Internet pour moi, qui a condensé aussi pour nous. Donc, on est beaucoup plus sous emprise américaine qu'on ne l'était, alors que le reste du monde est en train de se dégager. Nous serons la dernière colonie. Oui, c'est très riant, je suis... Oui, c'est très optimiste. Non, mais non, c'est pour ça que... Mais là, je sais pas, on est pris de frayeur. Je suis effrayé par ce que je dis moi-même. Parce que ce que une séquence logique dirait, c'est que est-ce que la France a intérêt à une défaite russe ? C'est comme pour les Chinois. Je veux dire, si la Russie tombe, je crois qu'on peut dire adieu à ce qu'il nous reste d'industrie militaire en France. Hein. Les Américains nous feront la peau. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout clair que l'intérêt national de la France soit ce qu'on nous dit sur nos plateaux de télévision. Mais est-ce que les élites françaises pensent leur politique dans cette catégorie ? Le mystère de la France, c'est la disparition du sentiment national. Enfin, je suis désolé de le dire, c'est un fait. Je ne suis pas en train de m'indigner. C'est-à-dire, pour moi, c'est le mystère alors, est-ce que c'est une perversion ultime de l'universalisme français, de l'idée que l'homme est le même partout, et si l'homme est le même partout et qu'on n'est plus la première puissance de l'Europe, eh ben, autant cesser d'exister, d'être... je ne sais pas, il y a un mystère. Les Allemands ne sont pas du tout comme ça. Les Allemands pensent qu'ils sont Allemands. Enfin, il n'y a pas de... C'est très ce qui se passe en France est quand même assez particulier. Hein. Enfin, sur le plan idéologique. C'est-à-dire, quand je vois le journal Le Monde dénoncer sans arrêt les entreprises françaises qui continuent d'essayer de survivre sur le marché russe, donc, ou Total, enfin, quand je vois le journal de référence traquant ceux qui restent de capacité d'action économique de la France, je ne suis pas un hyper-nationaliste, mais quand même c'est bizarre, hein, parce qu'il y a un vrai enthousiasme. Je pense que le concept qui finira par sortir partout pour analyser les postes qui arrivent en Occident, etc., il y a un élément nihiliste, en fait. Une sorte de vertige nihiliste. Bah écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que on a... Voilà. Et encore une fois, un grand merci à Emmanuel Todt de s'être déplacé, d'avoir gentiment répondu à toutes ces questions. C'est moi qui remercie pour l'invitation et l'accueil. Et merci à vous.